L'homéopathie est, comme plein d'autres sujets en santé, largement mal compris. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est, comment ça agit, ni surtout dans quelles conditions ça peut être utilisé. Il y a juste cette idée, le truc placebo avec un goût sucré. L'objectif de cette vidéo va être de dépoussiérer toute la merdouille qui a été accumulée sur ce sujet, et comme ça tu auras une vision plus claire de l'homéopathie. Pas de vision idéalisée, ni caricaturale. Ici, on se base uniquement sur le consensus scientifique. Les experts ont dit que pirouette. Avant même de parler d'homéopathie, il faut d'abord se pencher sur le filtre à travers on regarde la maladie. Parce que si c'est pas le bon filtre, tout ce qui va passer à travers sera mal interprété. Aujourd'hui, la pensée dominante est simple. Un symptôme apparaît, quelque chose nous attaque. Quelle que soit la nature de l'attaque, ennemi, agresseur, il faut qu'il cesse. Douleur, on la coupe, fièvre, on la fait tomber. Ce raisonnement repose sur une hypothèse rarement questionnée. Le symptôme serait le problème. J'ai du mal à déglutir cette hypothèse, puisque dans le vivant, un symptôme n'apparaît jamais par hasard. Il est une réponse, pas une erreur. Le problème commence quand on confond le signal et la cause. Un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord, tu peux le casser, mais le moteur n'est toujours pas réparé. On peut donner ce point à la médecine moderne sur le fait qu'elle est devenue extrêmement forte pour casser des ampoules, mais beaucoup moins pour comprendre pourquoi elles s'allument. Et dans ce pourquoi, l'homéopathie peut s'insérer et avoir une action. L'homéopathie est souvent mal comprise, parce qu'on la présente souvent sous forme d'un principe figé, alors qu'en réalité, elle se base sur une logique d'observation. C'est dans ce cadre que Kahneman, inventeur de l'homéopathie, observe que certaines substances provoquent chez des personnes saines des symptômes précis. Elle se base sur la théorie des semblables, c'est-à-dire qu'une substance peut guérir des symptômes qu'elle est capable de provoquer chez quelqu'un qui n'est pas malade. Ces symptômes deviennent alors des indicateurs de réaction possible, pas de cause de guérison automatique. L'idée n'est pas que la substance guérit. Elle n'agit pas comme une solution extérieure qui viendrait corriger le corps. Ce qu'elle peut faire en revanche, c'est stimuler une réponse de l'organisme, chez une personne dont le terrain et la dynamique sont compatibles. Autrement dit, ce n'est pas la substance qui fait le travail à la place du corps, mais le corps qui utilise cette stimulation pour réagir, s'adapter, se rééquilibrer. C'est pour cela qu'une même substance peut produire des effets différents d'une personne à l'autre, et parfois aucun effet du tout. Tout dépend donc du terrain, de l'état interne, et de ce que l'organisme est capable de mobiliser à ce moment-là. Le médicament homéopathique ne semble pas agir directement sur la cellule, l'organe ou l'organisme. Il stimule probablement par mode électromagnétique, sans action chimique directe. Il existe de multiples formes de remèdes homéopathiques, il y en a même qui sont sous forme liquide. Nous, on va se concentrer sur la forme granulaire. Et pour avoir cette fonction électromagnétique, ce que tu dois garder en tête, c'est que la substance est dynamisée. La dynamisation, c'est le processus qui imprime au solvant l'information électromagnétique de la substance originale. Selon l'usage thérapeutique observé, les effets du médicament varient suivant la dilution et la dynamisation à appliquer. Jusqu'à la 5e dilution, il y reste quelques molécules du produit d'origine. Ces basses dilutions ont un effet centrifuge et de drainage, elles favorisent l'élimination des toxines et écoulement vers l'extérieur. À partir de la 12e dilution, l'effet est plutôt psychique et nerveux, apportant apaisement des douleurs, troubles psychiques et phénomènes réflexes. Les dilutions intermédiaires de 7 à 9 combinent partiellement les deux effets. La dynamisation du remède homéopathique ne se limite pas à la dilution classique. Il existe plusieurs formes de dilution, parmi lesquelles les centésimales hahnemanniennes, notées CH, et les dilutions korsakoviennes, notées K. Les remèdes en CH sont précis et segmentés. Chaque étape de dilution est contrôlée et appliquée séparément, ce qui permet un effet ciblé sur le symptôme ou le niveau précis, qu'il soit physique, neurovégétatif ou psychique. La dilution korsakovienne, en revanche, repose sur un flacon unique. Après chaque étape, une partie du remède reste sur les parois et est diluée à nouveau, laissant un léger résidu des dilutions précédentes. Cela donne un effet plus souple et diffus, agissant à la fois sur les niveaux superficiels et profonds, sur le physique comme sur le psychique. C'est un procédé particulièrement intéressant pour libérer l'organisme de toxines résiduelles faisant suite à une maladie grave, ou une picousation qui est toujours une maladie grave. En effet, si ces toxines sont vraiment nocives, la dilution korsakovienne n'occasionnera que peu de réactions désagréables par rapport à la dilution hahnemannienne. Dans cette approche, les faibles dilutions jusqu'à 30 K exercent surtout un effet de drainage et d'expulsion des impuretés. Les dilutions intermédiaires de 200 K à 100 K combinent drainage et assèchement. Les hautes dilutions au-delà de 100 K ciblent surtout les niveaux neurovégétatifs et psychiques. Ainsi, comparé au remède CH, qui est une précision chirurgicale, ce sont des bistouris énergétiques, les remèdes en K sont beaucoup plus souples.
Un médicament en 100 000 cas, par exemple, contient 100 000 dilutions. Il va donc balayer tout sur son passage, de la matière jusqu'au psychisme. L'effet placebo, il existe, c'est vrai. Certaines personnes ont l'impression que l'homéopathie n'est qu'un effet placebo. Ils pensent que vous prenez une pilule et que vous pensez que vous allez mieux, et c'est cela qui vous fait aller mieux. Les médicaments n'ont donc pas de valeur médicinale réelle, mais ce n'est pas ce que la science nous montre. Il y a une étude très intéressante qui a été faite dans une ferme de recherche aux Pays-Bas où ils testaient des médicaments homéopathiques dans des situations agricoles telles que le traitement de la diarrhée chez des porcelets. Donc, dans cette expérience, ils ont pris 52 truies gestantes et ils leur ont donné soit un médicament homéopathique ou un placebo, puis ils ont mesuré le nombre de porcelets produits qui avaient la diarrhée. Ils ont découvert que sur les 525 porcelets qui ont été produits, le groupe ayant reçu le médicament homéopathique avait 6 fois moins de diarrhée que le groupe ayant reçu le placebo. Cela montre que ça ne peut pas être un placebo. Ce sont des animaux. Ils ne savent pas ce qu'ils prennent à coup sûr. Parfois, juste le fait de l'avoir dans sa poche ou le prendre avec attention peut déjà déclencher une réaction. Ceci étant dit, et tu l'as bien compris, c'est un peu fort de café de résumer l'homéopathie à un simple effet placebo, de par juste les caractéristiques qu'il contient. Pour avoir le granule le plus optimisé suivant la situation, il faut prendre en compte différents facteurs. En 1, l'état du terrain du patient. En 2, son état psychique. En 3, la nature du symptôme. Et en 4, sa réaction. Chaque patient est unique et une granule qui peut avoir un effet sur un patient peut n'avoir aucun effet sur un autre. Alimentation, repos, gestion du stress, environnement, etc. Tous ces facteurs conditionnent la capacité de l'organisme à mobiliser sa réaction. Il est indispensable de garder en mémoire un certain nombre de notions de base concernant l'homéopathie. Elle est une thérapie et non une médecine à part entière. Elle agit par stimulation magnétique. Il faut prendre la peine d'examiner le patient pour poser un diagnostic précis. En conséquence, il apparaît aberrant de voir les médicaments homéopathiques prescrits selon des rituels dont l'inutilité est démontrée depuis bien longtemps. Exemple, l'interdiction de la menthe ou des aliments fortement aromatisés, la prescription des médicaments à jeûne, l'utilisation indifférente de doses globules, de quelques granules ou de gouttes. L'homéopathie n'est pas une médecine à part entière, certes, mais elle n'est pas non plus une religion avec ses rituels et ses mythes. Une image peut permettre de mieux comprendre tout cela. C'est celle de l'équitation. Vous voulez faire galoper un cheval? Comment faire? Il faut le stimuler. Vous avez le choix entre plusieurs stimulations. La voix, le talonnage, avec ou sans éperon, le coup de cravache plus ou moins appuyé. Mais amusez-vous donc à cravacher un cheval à jeûne. Votre cheval va broncher, ruer, mais il ne se mettra certainement pas à galoper. Et c'est bien normal. L'homéopathie. L'un des mythes les plus répandus concernant l'homéopathie, c'est l'aggravation quasi inéluctable en début de traitement. Elle serait même, d'après certains homéopathes, signe que l'organisme réagit efficacement et entame le processus de guérison. Comme si, lors d'un rhume, le fait d'avoir une aggravation de l'écoulement et d'éternuement peut être un signe de guérison. Il vous suffit de faire le test. Reprenez donc le même médicament après avoir croqué dans un carré de chocolat noir ou un morceau de sucre. Là, vous aurez soit une réelle amélioration quasi instantanée, soit bien sûr l'absence de toute réaction si le médicament est mal choisi, ce qui est toujours possible mais sans aggravation. Le médicament homéopathique talonne votre organisme, ou bien passe à côté. Un coup de talon dans le vide ne risque pas d'émouvoir votre cheval. Mais si le médicament est bien choisi, l'organisme, s'il est à jeûne, n'aura pas l'énergie nécessaire pour fournir la réponse attendue. Il va vous le faire comprendre par une ruade. Il est vrai que certains traitements pourront amener une réaction d'aggravation, mais elle sera dans ce cas programmée et attendue. Ce seront essentiellement les traitements de drainage et de nettoyage de l'organisme. Ceux qui s'efforcent de faire éliminer des toxines résiduelles, de maladies antérieures, de picousation intempestive ou même de tares héréditaires, c'est-à-dire de défectuosité physique ou psychique reçues au moment de la conception. La prescription homéopathique a ses limites. Elles sont évidentes si l'on a compris son mode de fonctionnement. Un patient psychiquement épuisé, totalement dénutri ou mourant ne pourra pas réagir efficacement à une stimulation homéopathique. Ce sera l'art du médecin homéopathe de savoir faire la part des choses et de déterminer dans quelle mesure un remède homéopathique pourra ou non être proposé. Petit résumé et cas pratique. L'homéopathie est un excellent moyen d'accompagner le travail de guérison qui est égale à maladie, en guidant le travail de nos microzymas. Et sans oublier la vitamine C, qu'il ne faut jamais oublier. Tous les remèdes homéopathiques doivent être pris après avoir mangé, le plus près possible du repas. Veillez toujours à avoir mangé moins de 3 heures avant la prise d'un médicament homéopathique, sinon il risque d'entraîner une aggravation, surtout chez les adultes. La prise d'un peu de sucre ou de chocolat noir, oublions pas que chocolat noir
est un peu surchargé en métaux lourds, donc plutôt privilégier le sucre blanc, à moins que vous ayez accès ou que vous pouvez vous payer du chocolat noir qui contient peu, voire pas de métaux lourds. Si c'est le cas, pas de souci. Les enfants, eux, ont des capacités réactionnelles presque sans limite, et cette précaution est beaucoup moins importante. Sucer les granules au lieu de les croquer, attention, le fait de porter sur soi un tube de granules correspond à une prise toutes les 2 heures environ. Puisque porter un tube de granules, l'idée est que le tube lui-même contient déjà les dilutions et la dynamisation. En le gardant sur soi, l'organisme est exposé à cette stimulation électromagnétique intermittente, même sans ingestion immédiate. En général, les médicaments des maladies aiguës doivent être pris à raison de 3 granules 2 à 5 fois par jour. Il faut savoir espacer les prises dès que le médicament manifeste son efficacité, faute de quoi la répétition intempestive ou le fait de porter trop longtemps des remèdes en basse dilution sur soi risque de provoquer une réapparition des symptômes à l'identique. Durant cette vidéo, il est possible qu'une idée ait émergé en toi, celle d'une confrontation. Si tu l'as pas imaginée, je vais te la faire visualiser. Qui sont les rivaux? On va avoir l'homéopathie et ici le Synvac. Que fait le Synvac? Il lutte contre un agresseur qui n'existe pas. Pour ce faire, on inocule dans l'organisme une substance. Je te laisse imaginer qu'est-ce que ça fait d'inoculer une substance pour un truc qui n'existe pas. Et l'autre, l'homéopathie, il va activer ou non le processus de réparation. 2 solutions pour un même but, il y en a un juste qui va avoir que des inconvénients. Pourquoi l'homéopathie pose-t-elle problème aujourd'hui? Le rejet de l'homéopathie n'est pas seulement une question de vérité ou de fausseté. En effet, la science produit des modèles, pas la réalité. La carte n'est pas le territoire. Or, plus il est question d'un phénomène individualisé, avec toute la dynamique et la complexité qui l'entoure, et plus ces modèles standardisés deviennent limités et moins fiables pour représenter la réalité. De ce fait, la médecine moderne confond très souvent le modèle et le réel. L'homéopathie pose donc problème non pas parce qu'elle est nécessairement fausse, mais parce qu'elle est profondément individualisée. Dans ce contexte, la science avec ses modèles ne peut s'immiscer efficacement sans risquer de sacrifier l'individu. On pourrait s'imaginer créer des modèles individuels, sauf qu'un jour une personne elle est X et l'autre jour elle est Y. Et si on commence à faire un modèle chaque jour, ou allez, admettons juste chaque semaine, on commence à entrer dans une thérapie. L'homéopathie est une méthode thérapeutique.